Merci. Mesdames et Messieurs, bonjour, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Ich begrüße Sie für unseren heutigen Medienanlass zum Südufer des Neuenburger Sees, la rive sud du lac de Neuchâtel. J'aimerais saluer les personnes présentes autour de moi, à savoir à ma droite Didier Castella, conseiller d'État en charge de la direction de l'intérieur, de l'agriculture et des forêts. Monsieur Dominique Chalère, chef du service des forêts et de nature, qui est accompagné de Madame Francesca Cheda, qui est en charge de la section idoine. Madame Isabelle Biolay, communicatrice. Et à ma gauche, Madame Giancarla Papi, chef du service de l'aménagement. Et Madame Danae Frangoulis, conseillère juridique à la DAEC. J'aimerais vous remercier toutes et tous de votre présence. Et puis, vous assurer qu'il ne s'agit ni de la première, ça vous le savez, ni de la dernière conférence de presse sur le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Certains appellent ça un serpent de mer, d'autres l'Arlésienne. On a beaucoup de déterminations différentes pour ce genre d'objet dont il y a une seule chose dont on est absolument certain, c'est qu'il prendra encore un certain temps avant d'aboutir à des résultats concrets, mais c'est à force d'insister qu'on arrive à l'objectif. L'objectif étant peut-être dans un rappel de collaboration étroite entre le canton de Fribourg et le canton de Vaud et la Confédération. Vous avez des fois posé les questions pourquoi est-ce que le canton de Vaud et le canton de Fribourg ne font pas exactement la même chose. Il y a une raison toute simple, nous n'avons pas les mêmes bases légales cantonales, ce qui fait que nous avons discuté avec mon collègue de la DIAF, mais aussi avec nos collègues vaudois concernés depuis 2 ans, de la manière d'avancer, des objectifs à atteindre. Nous avons la même vision sur les objectifs à atteindre pour cette rive. Ils sont parfaitement concertés. Par contre, nous devons prendre des chemins qui ne sont pas tout à fait les mêmes parce que le droit cantonal, le droit de procédure aussi n'est pas le même, ce qui explique pourquoi la manière de faire n'est pas la même. Ça se passe en revanche dans une excellente harmonie entre les deux cantons. En ce qui concerne le fond, le but de l'opération, c'est premièrement de rendre à la population fribourgeoise pour notre part, et à la nature, une zone qui aujourd'hui est occupée par des éléments temporaires. C'est trouver, en rendant ces territoires à la nature et à la population, un équilibre entre les besoins de la population fribourgeoise d'une part, qui sont des besoins de loisirs, et les besoins de la nature d'autre part, que nous cherchons à concilier au mieux par ce plan d'aménagement cantonal, sous un titre certes un peu technique, mais avec un objectif absolument clair, c'est concilier ces deux types de besoins, nature et population. Nous sommes en présence de rives rares, d'un intérêt national, dont le propriétaire est dans une large mesure l'État et donc toute la population. Et nous cherchons à passer d'une situation historique qui ne correspond plus ni au droit fédéral sur la protection de la nature, ni aux attentes légitimes de la population fribourgeoise propriétaire, vers une solution d'organisation du territoire permettant de concilier besoins nature et population. Nous allons le faire avec en 10 points, une introduction qui vient d'être faite, un bref historique, le sommaire que vous découvrez sur place avec les premiers termes qui seront donnés par mon collègue Didier Castella, notamment sur l'historique et les différents éléments qui nous amènent à la situation aujourd'hui. Ensuite, Madame Papi, Monsieur Chalère et moi-même vous présenterons les différents éléments de la modification du PAC plus technique pour voir de quelle mesure nous avançons, quels sont aussi les rôles des différents niveaux institutionnels dans l'avancement des choses. Nous tiendrons ensuite évidemment à disposition pour toutes vos questions. Avec ou après ces propos introductifs, je passe la parole à mon collègue Didier Castella. La rive sud du lac Neuchâtel est un joyau de la nature. C'est un patrimoine dont nous pouvons être fiers et que nous voulons protéger en conciliant nature et présence humaine. Monsieur le vice-président du Conseil d'État, chers collègues, Madame la chef de service, Monsieur le chef de service, Mesdames les chefs de section, Mesdames, Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren. La Grande Carissée est un véritable trésor de biodiversité. Ces forêts, ces roselières n'abritent pas moins de 800 espèces végétales et 10 000 espèces animales, soit le quart de la faune et de la flore suisse. C'est non seulement une richesse pour notre canton, mais pour notre pays, et c'est aussi une richesse à l'échelle de notre continent, puisque des espèces rares au niveau européen y sont établies. La Grande Carissée est entre autres un lieu d'importance internationale pour les oiseaux migrateurs qui y font halte ou s'y installent pour l'hiver. C'est à ce titre qu'elle est un site reconnu pour la Convention internationale des zones humides de Ramsar. Il s'agit en fait de la plus grande rive marécageuse naturelle de Suisse,
avec 2500 hectares de hauts fonds lacustres, 700 hectares de marais, 1100 hectares de forêt et 20% des bas marais d'importance nationale inventoriés sur le plateau suisse. Depuis des décennies, la préservation de la rive sud est une préoccupation importante au niveau national, au niveau intercantonal, avec un engagement très fort des cantons riverains. En effet, en 1942, le canton de Fribourg crée la réserve ornithologique de Cher. En 1967, les Bernois classent la réserve naturelle du Fanel. Les Neuchâtelois suivent 6 ans plus tard. En 1970, ce sont les Vaudois qui classent le Chablais de Cudrefin en réserve. En 1982, les cantons de Fribourg et de Vaud adoptent le plan directeur intercantonal de la rive sud du lac de Neuchâtel avec la mise sous protection des zones naturelles. En 1983, l'exceptionnelle valeur paysagère de la Grande Carissée est reconnue au niveau national avec son inscription à l'inventaire fédéral des paysages. En 2001, après plusieurs années de négociations pour concilier les différents intérêts en présence, les 8 réserves naturelles furent créées par décision de classement sur le canton de Vaud et en 2002 par l'adoption de l'actuel plan d'affectation cantonal sur Fribourg. La modification du plan d'affectation cantonal Rive-Sud que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas un nouveau plan, ni une mise sous cloche de la région. C'est en fait une mise à jour du plan d'affectation en vigueur qui propose une meilleure organisation de l'espace fribourgeois dans la Grande Carissée afin de concilier présence humaine et ce joyau naturel à préserver. Nous relevons aussi que ce coin de nature idyllique constitue un atout touristique majeur qui mérite par ailleurs d'être valorisé tout en respectant sa richesse naturelle, tout en respectant la biodiversité du site. En effet, nombreuses sont les personnes qui viennent se ressourcer dans la région de la Rive-Sud à la recherche de contact avec une nature préservée, une nature accueillante pour le promeneur. Ce tourisme doit pouvoir perdurer, mais s'organiser dans une cohabitation harmonieuse de l'être humain et de la nature. Dans ce sens, la modification du pacte propose, comme vous le verrez par la suite, une simplification des règles pour les visiteurs et les randonneurs. Point central et délicat pour la cohabitation, la modification du PAC prévoit la démolition des chalets lacustres qui ont été construits petit à petit sur les nouvelles terres, gagnées sur le lac suite à la première correction des eaux du Jura entre 1868 et 1878. Ces terres gagnées sur le lac ont été attribuées à l'État. Dès 1920, les premières constructions virent le jour. En 1952, puis en 1963, le Conseil d'État a accordé une autorisation à bien plaire à ces propriétaires qui se sont installés sur son terrain. Dans ses arrêtés de 1952 et 1963, le Conseil d'État précisait néanmoins clairement que le canton pourrait, je cite, exiger la démolition du bâtiment ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état primitif, dans le cas où ces constructions présenteraient de sérieux inconvénients de tout ordre pour le propriétaire du terrain. Fin de citation. Il était donc précisé que les frais de démolition seraient à la charge des propriétaires sans possibilité d'être indemnisés par l'État. Au début des années 1980, suite aux différentes mises sous protection évoquées précédemment, le besoin de préserver cette région exceptionnelle se fait plus fort, plus urgent. À cette même période, la Confédération projette de faire passer l'autoroute A1 par la rive du lac. L'opposition déterminée de Pro Natura Helvetica, soutenue par plus de 560 000 personnes, aura raison de se tracer avec le retrait du projet par la Confédération. Cette mobilisation sans précédent conduira les cantons de Fribourg et de Vaud à adopter le plan directeur intercantonal de la rive sud du lac de Neuchâtel en 1982 avec la mise sous protection des zones naturelles et leur gestion dans un but de conservation. L'année suivante, en 1983, le Conseil d'État fixe un premier délai pour la démolition des chalets au 31 décembre 1998. Un an avant cette échéance, en 1997, le Conseil d'État la repousse de 10 ans et fixe un second délai à 2008. Il pensait ainsi avoir trouvé une solution politiquement acceptable puisque les propriétaires pouvaient ainsi jouir de leur habitation durant 25 ans
après la décision initiale de démolition. En 2002, la DAEC adopte le PAC Rive-Sud, donnant un véritable statut protégé aux réserves naturelles. Le sort des chalets de vacances n'est toutefois pas réglé et est encore renvoyé à une législature ultérieure. En 2007, en réponse à différentes interventions politiques et dans le souci de trouver une solution acceptable pour l'avenir de ces chalets, le Conseil d'État essaye alors de proposer aux propriétaires des contrats nature. Il s'agit d'un compromis qui doit lier protection de la nature et maintien des chalets. Suite à des recours, cette solution est invalidée par le tribunal cantonal en 2009. En 2012, en concertation avec le canton de Vaud et avant de poursuivre ses réflexions quant au sort des chalets, le canton a demandé une expertise à la Commission fédérale pour la nature et le paysage. Ces conclusions sont sans appel. Je cite. Tous les chalets et toutes les infrastructures annexes portent une atteinte grave à l'objet inscrit à l'IFP et ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 6 de la loi sur la protection de la nature. Fin de citation. La Commission conclut qu'aucune solution ne pourrait ramener à une mesure acceptable les graves atteintes constatées par la présence des chalets. Elle demande de prendre toutes les mesures nécessaires à un démantèlement des constructions et une renaturalisation des sites. En 2017, le Conseil d'État prend acte du préavis de la Commission et donne son accord à une modification partielle du PAC en vue de la démolition de ces constructions. En résumé, nous avons hérité d'un dossier vieux de plusieurs décennies. Nous sommes fort conscients de la difficulté et de la sensibilité du thème, néanmoins déterminés à faire le job pour concilier protection de la nature et présence humaine sur un site d'exception. Avant de terminer, j'aimerais remercier l'énorme travail réalisé par les services, en particulier le service des constructions de l'aménagement du territoire, le service nature et paysage, la section nature et paysage, service forêt, nature et paysage, ainsi que la bonne collaboration qu'il y a eu avec la direction de l'aménagement des constructions du territoire. Pour la suite de la présentation détaillée du PAC, je rends la parole au directeur de l'aménagement, de l'environnement et des constructions. Merci, chers collègues. Je me rejoins évidemment à ces remerciements. Vielleicht ein paar Worte zum Sachplan. Der Sachplan stammt aus dem Jahr 2002. Er hatte verschiedene Zielsetzungen. Das eine ist, den Perimeter zu bestimmen und andererseits innerhalb dieses Perimeters klar abzugrenzen zwischen den Prioritäten der Natur und den Prioritäten des Menschen einerseits und andererseits zwischen den Prioritäten der Natur auf kantonaler Planungsebene und den Spielräumen, die den Gemeinden in bestimmten Räumen überlassen werden. Das sind die zwei Antagonismen, auf denen wir den neuen Plan ausgearbeitet haben oder die Erneuerungen des Plans ausgearbeitet haben. Le plan fixe les règles de protection de ces réserves, mais aussi le cadre d'utilisation par le public de la Grande Carissée. Élément fondamental pour la valorisation de la Grande Carissée et de la vision de l'État pour le PAC, c'est protéger les richesses de la Grande Carissée tout en permettant au public d'en profiter dans l'optique d'un tourisme basé prioritairement sur le développement durable. Nous avons essayé d'approfondir un petit peu ces questions de complémentarité d'ores et déjà dans les objectifs fixés, mais aussi dans les dispositions réglementaires, partant d'une part du fait qu'une nature protégée, elle est en partie pour elle-même, mais elle est aussi au bénéfice d'une population qui est chez nous, et qu'il faut à la fois protéger la nature en tant que telle avec des zones de protection absolue et rendre accessible un certain nombre d'endroits pour les personnes intéressées, la population des zones préservées naturelles. Nous rappelons que c'est la population qui a voté à plusieurs reprises dans des votations nationales pour une protection solide de la nature et des paysages dans notre pays, mais ça signifie aussi qu'il y a des attentes à pouvoir bénéficier de ces éléments naturels dans notre pays avec un équilibre qui doit être trouvé. Ce que nous souhaitons aussi, cela a été dit, c'est formaliser la décision du Conseil d'État de 2017 qui consiste à démanteler et respectivement à lancer concrètement la procédure de démantèlement des chalets. La décision du Conseil d'État de 2017 a été une décision de principe. La proposition que nous vous présentons aujourd'hui est une décision d'application de ce principe et de cheminement en termes de procédure. Ce n'est pas le seul élément, comme déjà dit, mais pour les éléments suivants, je passe la parole aux deux chefs de service concernés. En un premier temps à M. Dominique Chalère, qui ensuite la passera directement à Mme Papy.
Messieurs les conseillers d'État, mesdames et messieurs les représentants de la presse. Donc, dans les objectifs de la modification du PAC, on a tout d'abord une clarification de la planification entre le PAC et les PAL communaux. Qu'est-ce qui est réglé par le canton, qu'est-ce qui est réglé ensuite par les communes, ce qui a été dit. On actualise aussi les plans en fonction des données actuelles. C'est vrai que des plans de 2002, les choses ont été un petit peu adaptées aussi. Vous avez par exemple certaines limites qui ont été revues, certains plans adaptés, certaines terminologies adaptées aussi. On a aussi des modifications mineures en vue d'une meilleure cohabitation entre l'être humain et la nature, ça a déjà été dit. Voilà. Mais on reprend vraiment, c'est donc des modifications du PAC, on n'est pas dans un nouveau PAC, on n'a pas avec de nouvelles restrictions, on est vraiment dans une adaptation du PAC actuel. Ce qui ne change pas dans le PAC, on a bien cette préservation du paysage, sauvegarde des écosystèmes, la préservation des biotopes, c'est toutes des choses qui figurent déjà dans le PAC actuel. Et la conservation des espèces rares menacées, l'accueil du public. Cet accueil du public, c'est important. Il y a une bonne collaboration actuellement entre nature et accueil du public. Ça a été dit, un tourisme doux qui est favorisé. Ceci doit rester. Ce qui ne change pas non plus dans les périmètres ne changent pas. Il y a bien sûr quelques petites adaptations. Ceux qui connaissent bien les limites pourront le voir. Il y a des adaptations mineures liées au parcellaire. Il y a des petits bouts de forêt qui n'étaient pas dans les réserves qui ont été rajoutés. Là aussi, il y a eu des contacts avec les propriétaires concernés avant de proposer les modifications. Et puis, il y a une création de périmètres à prescription particulière. Il y a en particulier 3 zones qui sont agricoles, qui figurent déjà dans les réserves, pour lesquelles on précise bien ce qui peut y être fait, ce qui ne peut pas y être fait. Il y a aussi prescription particulière pour le secteur de fond, mais j'y reviens tout à l'heure. Ensuite, dans ce qui change, et c'est ça, je pense, qui intéresse aussi beaucoup, et il y a bien sûr la définition de la procédure pour le démantèlement des maisons de vacances. Ça, j'y reviens tout à l'heure, c'est un des changements principaux. Ce qui change aussi, une harmonisation à Glettrans entre le PAC et le PAL. Donc les secteurs du port, de la plage, de la capitainerie sont sortis du PAC. Et il y a une légère augmentation aussi de la zone navigable devant le port. Ça, c'est une modification importante. Et puis, il y a une application d'un principe amont-aval. On a dit, on clarifie un peu qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ceci, c'est une clarification pour les utilisateurs. Il n'était pas toujours facile quand on se promène dans les réserves, soit à vélo, soit à pied, qu'on vient d'un autre canton. Il y a bien sûr des plans au départ, mais d'être plus clair, de savoir où est-ce qu'on a le droit d'aller, où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller. Et là, on l'illustre avec l'image suivante, où vous avez un principe qui est amont-aval, c'est-à-dire que du côté aval du chemin, l'accès est limité, donc en principe limité aux chemins qui sont définis. Et puis, en revanche, du côté amont, on a un accès qui est libre. Ça veut dire que les gens peuvent s'y promener facilement. Donc ça permettra, on l'espère, de clarifier cette situation, de se dire, voilà, de ce côté du chemin, c'est bon, de l'autre côté, en principe, je dois vraiment rester sur les chemins qui sont balisés et qui sont autorisés. Mais c'est un changement par rapport à la situation actuelle. On a encore d'autres changements qu'on illustre ici lors de cette conférence de presse. Il y a la possibilité d'aménager des places de pique-nique avec foyer, c'est un point important. Les communes ont souvent dit, c'est vrai, on a un tourisme doux, on se promène, souvent c'est bien de pouvoir s'arrêter le long d'un chemin, de pouvoir pique-niquer. S'il n'y a pas de foyer, c'est des fois un peu compliqué. Donc là, le règlement précisera ce point. On répond là à une demande aussi des communes, qui permettra aussi à ces dernières de faire des propositions d'emplacement, bien sûr, toujours dans le respect des buts de protection. On ne va pas pouvoir faire des places de pique-nique n'importe où. Il y aura là toute une évaluation qui sera faite. On a des précisions concernant l'aménagement du site de loisirs de fond, qui est une zone particulière, là aussi, une zone prescription particulière. Il y a eu plusieurs discussions ces dernières années avec l'ancienne commune de Fond, avec différents projets d'aménagement. Là, les choses sont maintenant plus claires. On met dans le règlement aussi ce qui est possible de faire. On va dans le sens de permettre dans ce secteur-là des équipements de loisirs, toujours en lien aussi avec la promotion du tourisme doux sur la rive sud du lac Neuchâtel. Un autre point encore dans ce qui change, il y a des autorisations générales d'entretenir les équipements de base. On parle ici d'équipements pour
les eaux usées, les stations de pompage pour l'agriculture ou pour les steppes. C'est aussi une préoccupation des communes de dire attendez, on vous fait un nouveau règlement, enfin vous adaptez le règlement, on a des installations qui sont dans ces réserves. Là, on mentionne clairement dans le règlement que bien sûr l'exploitation, l'entretien, l'éventuel déplacement de ces installations qui sont d'utilité publique est possible. Et on l'illustre ici, par exemple, il y a une petite illustration, on est là à Délai-Port-Alban, vous avez la station de pompage. Alors le trait rouge est indicatif, hein, qui traverse le marais. Il est bien clair qu'en cas d'entretien de cette canalisation, eh bien, il doit pouvoir se faire. Et à terme, on va bien sûr essayer de limiter ces accès. Et puis en cas de remise en état ou de plus grande, on va essayer de déplacer, de minimiser ces accès. Mais les canalisations existantes, il y en a aussi à Estavayer, peuvent continuer à être utilisées, ce qui est normal. Ce qui change, on passe ensuite au démantèlement des maisons de vacances. Sur le slide suivant. Alors, on a là 119 chalets qui sont répertoriés en 5 lots. Ça concerne 3 communes, mais 5 lots, donc un chalet à Cher. Il y en a 45 sur la commune d'Estavayer répartis entre Font et Forel. Et on en a 44 et 29 à Délai-Port-Alban. Donc ce sont ces chalets-là qui se trouvent dans les réserves naturelles qui sont concernés par le démantèlement. Je passe sans autre la parole à ma collègue Giancarla Papi pour la présentation de la suite, notamment du processus pour le démantèlement. Oui, merci, messieurs les conseillers d'État, mesdames, messieurs. Donc, peut-être pour vous expliquer un petit peu les aspects un peu plus liés aux procédures, le plan d'affectation cantonale, la modification du plan d'affectation cantonale, donc, définit les secteurs où les chalets doivent être démantelés et définit aussi des principes sur la manière de les démanteler. Le schéma qui vous est projeté vous donne un petit peu comment est-ce que les choses, qu'est-ce qui est prévu. C'est-à-dire qu'on met à l'enquête ce plan d'affectation cantonale, on reviendra sur tous les différents éléments, on peut faire opposition à ce plan, on peut avoir après aussi même des recours, on vous le dira tout à l'heure, mais une fois que le plan est entré en force, donc en vigueur, que toutes les voies de droit et de recours sont épuisées, les propriétaires de chalets auront un délai de 6 mois pour pouvoir déposer un dossier de permis de construire pour démanteler leur chalet. Et s'ils ne le font pas, et puis après il y aura un certain temps pour exécuter les travaux et ils le font à leurs propres frais. Ou alors, après 18 mois, après l'entrée en force, si rien n'est fait de la part des propriétaires, la procédure qui est prévue, c'est que l'État peut se charger du démantèlement par secteur, faire les demandes de permis de construire lui-même, faire une clé de répartition des frais et exécuter après les travaux. Donc peut-être ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau. Ça veut dire que c'est pas forcément, on n'aura pas forcément un démantèlement uniquement fait individuellement. Il se pourrait qu'on ait des actions collectives qui soient faites dans le cadre du démantèlement. Et cette procédure, elle est prévue dans le cadre du plan d'affectation cantonale. C'est surtout ça, la nouveauté au niveau du démantèlement, c'est qu'on donne des délais et qu'on explique comment le démantèlement peut se faire, soit directement par le propriétaire concerné, soit par substitution. Après, dans un certain laps de temps, on donne comme ça un délai aux propriétaires pour le faire. Et puis, s'ils ne le font pas, eh bien, c'est le canton qui reprendra la main, le propriétaire des fonds, hein, pas des constructions, mais du terrain. Peut-être au niveau de la coordination, on vous l'a dit, on a eu une coordination permanente au niveau des travaux avec les instances fédérales, notamment l'Office fédéral de l'environnement et le canton de Vaud. Donc je dirais les objectifs recherchés sont partagés par tous. Je vois qu'il y a des responsables de médias qui viennent, notamment le 24 heures, qui est une antenne à cheval sur les deux cantons. On n'a pas exactement la même manière de procéder entre le canton de Vaud et le canton de Fribourg, puisqu'on n'a pas le même instrument pour régir la zone de protection de la Grande Carissée. Mais en fait, les buts à atteindre sont les mêmes.
Maintenant aussi, ce qu'on peut dire, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on a donc vraiment un soutien des instances fédérales et du canton de Vaud sur la démarche qu'entreprend aujourd'hui le canton de Fribourg. On agit tous dans le même sens. Si maintenant on passe peut-être à des aspects un peu plus techniques, le dossier de modification du plan d'affectation cantonale, conformément à la législation cantonale, a fait l'objet de ce qu'on appelle un examen préalable. Donc on a travaillé sur ce dossier, mais avant de le mettre à l'enquête, on a quand même consulté un certain nombre d'instances pour voir s'il n'y avait pas des aspects qui posaient problème et dont on n'était pas conscient quand on a préparé le dossier. Cet examen préalable, il a eu lieu de novembre 2019 à janvier 2020. On a consulté alors 2 instances fédérales, l'Office fédéral de l'environnement, le département fédéral qui est en charge aussi des aspects militaires, puisqu'on a notamment dans le secteur de Forel des installations militaires et on voulait aussi avoir un avis de leur part. Le canton de Vaud, c'est clair, les directions et services cantonaux, l'ensemble des directions de l'État de Fribourg et les services cantonaux, les 4 communes concernées, la préfecture de la Broye et 5 associations régionales, type COREB, mais des associations aussi de protection des eaux ou qui gèrent l'épuration des eaux ou ces différents aspects. Au niveau de l'examen préalable, peut-être quels sont les aspects qui ont été formulés. Ce qu'on peut dire, et c'est ce qui nous permet d'affirmer, en tout cas, la Confédération et le canton de Vaud partageaient la ligne qui était suivie. Au niveau des demandes formulées, alors certaines communes, peut-être on vous l'a dit, les plans de 2002 n'étaient pas sur des fonds cadastraux hyper clairs. Et il y a eu peut-être dans le cadre, face à un redessin sur des fonds plus clairs, quelques demandes d'ajustement qui ont été formulées, notamment par les communes d'Estavayer et de Délai-Port-Alban, pour savoir est-ce qu'un secteur était véritablement régi par le plan d'affectation cantonale ou est-ce qu'il pouvait être régi par le plan d'aménagement local. Il y a eu des réserves qui ont été exprimées sur le démantèlement des chalets par la commune d'Estavayer, la COREB, la préfecture de la Broye et l'Union fribourgeoise du tourisme. La commune d'Estavayer demandait de pouvoir garder la compétence communale pour planifier le secteur de loisirs de fond, qui se trouve totalement dans le secteur du plan d'affectation cantonale. Là, en fait, c'est le plan d'affectation cantonale qui donne les grandes orientations que le secteur de loisirs de fond devra respecter pour son aménagement. Ensuite, le point dont vous a parlé M. Dominique Chalère tout à l'heure, c'est la question des canalisations publiques. Là, on n'a plus vraiment rassuré. C'était un point auquel on n'avait pas pensé dans le cadre de l'élaboration du dossier. Donc, on a modifié pour donner des assurances au niveau des canalisations par rapport aux communes qu'elles pouvaient les entretenir et les maintenir, même si elles étaient dans le secteur du plan d'affectation cantonale. Le service des biens culturels a signalé que sur les 119 chalets, il y en avait un seul qui avait une valeur patrimoniale et qui disait que ça serait bien que pour ce chalet, on puisse trouver une solution pour le déplacer et pas forcément le démolir. Alors, par rapport à ces aspects-là, on a dit que pour ce seul chalet, il pouvait tout à fait être déplacé. Ce n'était pas au plan d'affectation cantonale de trouver une solution, mais qui devait être déplacé dans une zone à bâtir. Par contre, il ne pouvait pas rester dans la réserve naturelle. Ensuite, la COREB et la commune d'Estavayer ont demandé aussi des garanties pour la reconstruction d'une passerelle qui existait pour le tourisme, pour passer sur la Grande Gouille, dans le secteur de la Grande Gouille d'Estavayer. Et ça, on leur a dit que c'était prévu et qu'ils pourraient reconstruire cette passerelle. Et puis, d'un autre côté, alors il y a eu l'avis exprimé par les communes et la préfecture de crainte de surcharge de travail liée au traitement des demandes de permis de démolir en fonction du nombre de dépositions possibles. Alors, il va de soi que on aura plus de demandes de permis de démolir si ce sont les propriétaires individuellement qui font des demandes pour chaque chalet. Si on a une activité collective de la part du canton, on aura moins de demandes de permis de construire, mais peut-être des oppositions regroupées. Donc, mais ça, c'est dans quelques années qu'on verra comment est-ce qu'on traite cet aspect-là, je dirais. Voilà. Moi, j'en ai pas fini pour ma partie technique et je repasse la parole au directeur de l'aménagement de l'environnement et des constructions. Merci Madame Papy. Nous en arrivons à la
tout début de la procédure aux aspects plus formels. Aujourd'hui, pour les personnes qui ont déjà eu l'occasion de lire la feuille officielle, nous avons la mise à l'enquête publique formelle de la modification du PAC pour une durée de 30 jours. Légalement, ce type de mise à l'enquête publique prévoit des organisations ou l'organisation de soirées ou de moments d'information publique. Nous avons, pour des raisons liées aux dispositions sanitaires de la Confédération, non pas une soirée d'information publique, mais 3 qui sont prévus à chaque fois pour 50 personnes au maximum. C'est le prix à payer pour maintenir à la fois un nombre le plus important possible de personnes présentes, mais néanmoins les dispositions d'ordre fédéral qui sont toujours en vigueur sur les distances entre les personnes, dans la mesure où nous prévoyons des soirées d'information de plus que les 15 minutes réglementaires de la Confédération. Ces 3 soirées auront lieu les 15-22 juin ainsi que le 8 juillet à 19h15 à la salle de l'Aprila à Estavayer. Nous avons d'ores et déjà passablement de demandes pour ces soirées dans la mesure où les propriétaires des chalets ont été informés directement par le service compétent et que des premières publications dans la presse ont eu lieu pour laisser suffisamment de temps. Le délai de 30 jours étant relativement court, nous avons préféré avertir suffisamment tôt par la presse et par des annonces dans la presse les personnes de ces soirées d'information. Nous sommes en train d'examiner actuellement la possibilité pour des personnes supplémentaires, soit d'organiser des moments supplémentaires si nécessaire, ou de rendre l'accès possible de manière virtuelle par un accès Internet. Le dossier d'enquête pourra être consulté dans les 4 communes concernées, ainsi qu'à la préfecture de la Broye et au service des constructions et de l'aménagement. Des conditions particulières ont été mises en place pour garantir la sécurité des personnes qui viendront consulter les dossiers et la sécurité aussi des collaboratrices et des collaborateurs des communes et de l'État, c'est-à-dire que les conditions sanitaires sont également garanties pour ces actes de consultation. Nous l'avons fait pendant la période intense Covid où c'est cas. Ça demande un peu plus de patience, ça demande de s'inscrire à l'avance pour éviter d'avoir 10 personnes en même temps dans une salle un peu étroite, mais c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Enfin, nous avons réalisé une brochure d'information pour expliquer le PAC à tout un chacun. Derniers éléments pour la suite du planning. Des oppositions peuvent être déposées contre le projet de l'État à la DAEC pendant la phase de mise à l'enquête. Ces oppositions seront traitées par les services de la DAEC, je l'espère, d'ici la fin de l'année. Madame Papier a déjà évoqué les ressources que nous avons mises à disposition pour tenter de traiter, prioriser pour tenter de traiter l'ensemble des recours dans le timing voulu. C'est un timing bien précis qui va évidemment dépendre du nombre d'oppositions, de leur complexité, de la charge de travail des collaboratrices et collaborateurs de l'État. Une fois les oppositions traitées, il est prévu l'approbation du PAC modifié, cas échéant par la DAEC, avec une décision qui, en termes de procédure, sera soumise en un premier temps au tribunal cantonal et d'aventure au tribunal fédéral, ce qui explique la notion d'arlésienne du tout début de la conférence de presse sur laquelle je vous rends et je vous donne la parole, mesdames et messieurs les représentants des médias, pour vos éventuelles questions. À qui puis-je passer la parole? Oui. Moi, je n'ai pas bien compris une slide, c'était celle sur la procédure collective. Concrètement, si je suis propriétaire d'un chalet, je dois faire, donc c'est à mes frais, j'ai bien compris. Si au bout de 18 mois, je ne fais rien, c'est l'État qui prend en charge, enfin, c'est-à-dire qu'il met en place le permis de démolition, tout ça. Oui, effectivement, c'est le canton qui prendra en place et qui va faire un permis pour démolir l'ensemble d'un secteur où il resterait des constructions à démanteler. Mais par contre, les frais seront toujours à charge du propriétaire. Il y aura une clé de répartition en fonction des constructions présentes. Mais peut-être il pourrait y avoir une économie d'échelle si c'est fait d'ensemble plutôt que de le faire individuellement. Donc voilà, on verra ce que les propriétaires choisissent. Et sur le même sujet, donc, les propriétaires n'ont pas la possibilité d'anticiper cette demande groupée plutôt que d'y aller chacun de leur côté. Parce que ça veut dire que vous rallongez encore le délai puisque c'est 18 mois pour qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas, l'État intervient subsidiairement. Pourquoi pas leur proposer l'option de se regrouper avec, j'imagine aussi l'aide de l'État puis des services de l'État, parce que pour faire les demandes, c'est aussi peut-être plus simple. Alors, je pense que si tous les propriétaires acceptent le démantèlement puis qu'ils sont d'accord de faire une demande de permis collective, on ne va pas s'y opposer. Mais c'était aussi pour donner quand même un certain laps de temps jusqu'à ce que le canton reprenne la main. La disposition n'est pas là pour embêter les propriétaires, mais pour laisser du temps
Après, si on a, y compris par secteur, on peut imaginer un secteur de 10 chalets où les gens se disent on se met ensemble, de toute façon, tôt ou tard, on sera touché, autant travailler ensemble, économiser des choses. Enfin, mes services se tiendront volontiers à disposition pour faciliter les choses si on a des SE de mon collègue, pour faciliter les choses si on a des demandes groupées qui permettront de liquider déjà un certain nombre de dossiers. Tout ce qui est gagné, donc on sera certainement relativement pragmatique. Je ne sais pas si mon collègue veut ajouter quelque chose. Non, je confirme les propos. Effectivement, s'il y a des élans communs pour accélérer le projet, je ne crois pas qu'on va se permettre de le freiner à l'État. Der Abbau der Schale, was beinhaltet das alles? Also einfach das Gebäude verschwinden oder ist da auch eine gewisse Wiederaufforstung inbegriffen, die die Besitzer auch mitbezahlen müssen? Donc le démantèlement concerne la démolition du chalet jusqu'au sol. Alors il peut y avoir dans certains cas aussi des démantèlements des fondations. La plupart n'ont pas de fondation. Donc voilà. Et là, il y a une appréciation qui sera faite parce que suivant où, le fait de démonter les fondations sera peut-être une atteinte supplémentaire à la nature. Donc il y aura une appréciation à faire aussi par le service pour savoir jusqu'où on va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins jusqu'au sol. Mais après, la remise en état du replantation n'est pas mise à la charge des propriétaires. Oui, bonjour. Les propriétaires utilisent souvent l'argument que la présence de leur chalet lutte contre l'érosion, maintient la nature aussi. Si on va jusqu'au bout de la procédure et que les chalets sont démantelés, à l'avenir, qui devra gérer justement cette éventuelle érosion? Ce sera à charge des communes, ce sera à charge du canton moi je sais pas, mais ils disent qu'avec les enrochements, ça permet au lac d'éviter de s'étendre. Si ça devait être le cas et que le lac prenne le pas sur toute cette zone qu'on souhaite protéger, qui va intervenir après? Pour ma part, c'est relativement clair. Donc le canton étant propriétaire et sera seul à s'occuper de cette zone, il aura aussi, dans le cadre de la préservation du site naturel, des interventions qui seront faites s'il y a des atteintes majeures qui devraient être faites au site. Donc effectivement, le canton va reprendre la gestion du site et veiller à ce qu'il n'y ait pas des atteintes naturelles majeures ou protéger le terrain si nécessaire. Après, comme ça a été dit, on n'a pas l'objectif de démanteler toutes les constructions qui ont été faites, notamment pour préserver les rives. Donc il y aura une surveillance et un entretien qui sera fait si nécessaire. Voilà, désolée. Vous avez parlé d'un chalet qui a une valeur patrimoniale. Où est-ce qu'il se trouve et pourquoi il a une valeur patrimoniale? Alors, c'est un chalet, le chalet Cantaloupi, je crois, à Fond. C'est aussi parce qu'il a été réalisé par un architecte particulier et puis parce qu'il est assez typique d'une certaine période au niveau des matériaux et de la construction. Et c'est le service cantonal des biens culturels dans le canton de Fribourg qui recense les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale. Et donc, c'est à la fois par rapport à son type de construction et à l'architecte qui l'a réalisé qu'une certaine valeur lui est donnée. Maintenant, cet intérêt patrimonial est d'importance cantonale, puisque c'est un recensement cantonal, mais on se trouve dans un milieu de protection de la nature reconnu au niveau fédéral, voire même par des conventions internationales. Donc, dans la pesée des intérêts entre le maintien de ce chalet ou la protection de la nature l'emporte. Par contre, le chalet est tout à fait démontable et pourrait être remonté dans une zone à bâtir dans une commune de la rive sud du lac de Neuchâtel. Une question sur la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que tous ces chalets sont encore
utilisé, occupé ou bien est-ce que dans le passé, il y a déjà eu des chalets que peut-être on a déjà détruits, ou bien tous sont encore présents? Alors, la plupart sont encore utilisés. Et ils sont transmis aussi de génération en génération. Donc, il y a là des demandes aussi pour les transferts. Les transferts avaient été gelés pendant un temps. Donc, la plupart sont encore utilisés. Il y a certains chalets qui ont été démontés. Je dirais c'est plutôt des petites annexes ou des baraques annexes à une baraque de pêcheurs qui n'étaient plus utilisées ou qui est tombé qui n'étaient plus en état, qui ont été démontés. Mais sur Fribourg, il n'y a pas eu de démantèlement pour l'instant. Sur Vaud, il y a déjà eu des actions de démolition de certains chalets. Est-ce qu'il y en a qui vivent là à l'année ou pas? Il n'y en a jamais, hein? C'est en principe pas autorisé, mais on sait qu'il y a certaines personnes qui habitent à l'année. Du coup, pour aller plus loin, c'est comment on fait dans ce cas-là pour ces personnes si elles vivent là à l'année? Est-ce qu'elles ont un autre bien à côté ou est-ce qu'au contraire, parce qu'elles vont se retrouver à la rue, enfin, dans mon imaginaire, là, si vous me dites qu'elles vivent là tout le temps? C'est des personnes qui devront trouver une solution, c'est clair. On va pas, voilà, il faudra trouver une solution pour ces personnes-là. Oui. Mais c'est ce qui vaut pour n'importe quelle construction illicite, ou que ce soit en Suisse ou dans le canton. Alors, si vous êtes dans un bâtiment qui n'est pas censé être là où il est, c'est vous qui êtes responsable de retrouver quelque chose cas échéant. Ce n'est pas spécifique à ce qu'on a dans les chalets de la Rive-Sud, qui par ailleurs ne sont pas censés être habités toute l'année. D'autres questions? Ça ne semble... Oui, madame? Il y avait l'association Art Sud qui avait transmis une pétition à l'époque et qui avait demandé son traitement au Grand Conseil. Où est-ce qu'on en est dans la procédure? Est-ce qu'il va y avoir une transmission au Grand Conseil? Alors, effectivement, c'était une demande qui avait été faite par Art Sud. J'ai plus la date en tête par cœur, mais ça a été transmis au Grand Conseil pour traitement. Et sauf erreur, ce n'est pas dans la liste du prochain trimestre, mais ça sera probablement le cas à l'avenir. Je n'ai pas d'informations plus précises pour l'instant. Okay. Nous respectons strictement la séparation des pouvoirs. Très bien. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie de votre présence. Je clôt cette conférence de presse et nous tenons bien sûr à disposition pour toute question individuelle.